Alors, on va passer à Lynn maintenant. On est toujours dans l'univers de soins, donc on remonte en France et on arrive ici à côté de Paris à l'hôpital Foch. L'hôpital Foch que vous connaissez, c'est un hôpital donc qui est je crois d'après 46, c'est ça, et qui 36. est voilà, et qui en plus a été reformulé, si on peut dire, selon un peu les normes qu'étaient les normes américaines globalement d'après-guerre. Est-ce que m'expliquer votre tandem de direction là-dessus? C'est que on avait, enfin c'est aussi à dire, c'est intéressant, on avait après-guerre, la guerre de 45, deux types d'hôpitaux. Donc à la fois il y avait, j'allais dire, les hôpitaux de luxe pour les plus riches qui allaient là, et puis sinon les hôpitaux, j'allais dire courants, un peu pour tout le monde, mais finalement les classes moyennes de l'époque étaient un peu exclues de tout ça, et la vocation de l'hôpital Foch, ça a été ça. Alors voilà, juste Lynn, et merci à vous d'être là. Vous êtes pharmacienne, donc vous coordonnez le centre d'innovation des dispositifs médicaux. Je dirais que c'est très important parce qu'on est là en univers médical, ce qui veut dire que les agréments et les certifications d'exosquelettes doivent passer par, j'allais dire, non seulement les fourches conduites, mais surtout les examens très très précis des autorités médicales et des autorisations médicales de mise sur le marché d'un certain côté de développement de ce côté-là. Et donc, vous faites partie, vous animez la délégation recherche clinique et innovation de l'hôpital Foch. Et donc, pour revenir, alors c'est toujours avec Anaïs, mais je dirais, pardon pour les autres fabricants qui sont présents dans la salle, ils sont tout aussi présents sur le fond, et leurs trucs sont aussi tout à fait sympas. On avait fait donc cette première expérimentation. C'est l'une des premières qui a été faite, j'allais dire, post-Covid. On avait eu un mal fou quand on avait organisé un truc comme ça il y a globalement au début, et je dois dire, alors pardon, c'était encore une fois en Suisse qu'on avait été trouver des exemples, parce que il n'y avait pas encore d'exemples en France. On avait eu un qui avait été mené avec l'INRIA à Metz, donc et encore une fois par des questions personnelles, c'est encore une fois, c'était la fille qui dirigeait la réanimation du CHU de Metz, cherchait absolument une solution et avait essayé donc avec une de ses copines là aussi robotique et autres, mais l'une des premières de façon structurée, ça a été Foch. Donc à vous et Lynn, alors pour ceux qui le souhaitent ou un peu plus, vient de publier donc justement un article là-dessus sur l'utilisation par les infirmières et l'impact donc que ça peut avoir sur la vie et la qualité de vie des infirmières. Voilà. À vous le micro. Merci beaucoup. Donc oui, tout à fait. Là, s'affiche à l'écran un article publié, en tout cas paru la semaine dernière, donc il est disponible en libre accès, et je vais vous évoquer un petit peu les résultats de cette expérimentation qui sont disponibles aussi dans cet article. L'idée était de pouvoir évaluer en fait les expérimentations au cours d'une étude pilote que nous avons menée à l'hôpital Foch, et faire finalement un retour d'expérience pour connaître l'impact de ces exosquelettes sur la qualité de vie au travail des infirmières et des infirmiers. Donc pour ce faire, nous avons mis en place cette étude avec deux phases. La première phase finalement consistait à pouvoir sélectionner l'exosquelette qui paraissait le plus adapté par rapport aux besoins de l'établissement. Donc pour ce faire, on a mené un travail collaboratif entre la direction générale de l'établissement, le département de qualité de vie au travail, le centre d'innovation des dispositifs médicaux et également le département d'épidémiologie biostatistique. Et donc je suis intervenue plutôt sur la partie de méthodologie et d'accompagnement pour l'analyse des résultats que je vais vous présenter. L'idée dans la première phase de travail était de constituer un groupe de pilotage qui était constitué finalement de 5 typologies d'acteurs. Donc c'est un groupe multidisciplinaire parmi lesquels on allait retrouver la direction des soins, les cadres, des infirmières, mais également notre responsable des troubles musculo-squelettiques au sein de l'hôpital Foch et la responsable de la qualité de vie au travail. Les objectifs de ce groupe de travail étaient au nombre de 4. Le premier était donc de sélectionner le dispositif ou l'exosquelette le plus adapté. Le second était également de sélectionner les critères qui allaient nous permettre finalement d'être des indicateurs pour voir la réussite ou non de l'utilisation de ces dispositifs par les infirmières et les infirmiers, et nous permettre ainsi de mesurer finalement quantitativement mais aussi qualitativement les résultats de l'expérimentation. Le troisième objectif était de sélectionner la bonne population cible à laquelle allait être proposé l'exosquelette, et le dernier était de pouvoir finalement manager et mener l'étude. Pour pouvoir réaliser cette expérimentation, ils ont défini finalement un cahier des charges dans lequel on reprenait toutes les spécifications techniques spécifiques à notre établissement et aux contraintes du métier des soins
principalement réalisés par nos infirmières et nos infirmiers. Nous avons sélectionné 4 critères qui nous intéressaient. Le premier était de choisir si on souhaitait un modèle actif ou passif d'exosquelette. Et donc, nous avons plutôt utilisé et choisi le modèle actif qui répondait mieux aux besoins auxquels nous souhaitions répondre pour prévenir ces TMS. Le deuxième correspondait plutôt à la question de la compatibilité avec les tenues professionnelles. Si je peux me permettre, juste une question. Oui, si vous pouvez préciser, parce que tout le monde n'est peut-être pas forcément au courant, la différence entre un exosquelette actif et un exosquelette passif. Alors, je pense que j'aurais peut-être moins de précision à apporter que Anaïs. En tout cas, ce sera moins précis. Donc, peut-être que Anaïs peut faire un petit Anaïs, 2 secondes là-dessus. Juste pour précision pédagogique, si je peux me permettre. Alors, la différence entre l'exosquelette passif et actif. Donc, l'exosquelette actif, c'est un exosquelette qui est motorisé, qui fonctionne avec une source externe d'énergie, de type batterie, par exemple. Alors qu'un exosquelette passif, c'est un exosquelette qui est mécanique et qui ne nécessite pas de source externe d'énergie. Donc, qui va plutôt fonctionner via du ressort, via de l'élastique. Donc voilà, un système qui ne nécessite pas d'énergie externe pour fonctionner. Motorisé et l'autre qui ne l'est pas. Voilà. Merci Anaïs. Tout à fait. Donc le troisième critère, c'était l'adaptation à l'environnement hospitalier. Tous les exosquelettes que nous avons évalués n'étaient pas forcément les plus spécifiques. Et le quatrième correspondait au niveau de protection nécessaire pour le dos, et notamment la prévention des douleurs lombaires. C'est pourquoi le groupe de travail a choisi le modèle de chez Japet Medical, le modèle Atlas. Et enfin, le dernier point sur la population cible correspondait finalement à pouvoir sélectionner les services au sein de l'établissement, au sein de l'hôpital Foch, qui allaient être les premiers expérimentateurs. Et pour ce faire, nous avons tenu compte finalement du fardeau des professionnels qui devaient soigner finalement des patients et pratiquer des gestes répétitifs qui pouvaient mener à des TMS. C'est pourquoi nous avons plutôt proposé cet exosquelette à 3 services, c'est à savoir la gériatrie, les soins intensifs et la médecine interne. Dans un deuxième temps, donc la deuxième phase de cette étude finalement correspondait aux tests et à l'expérimentation en vie réelle par nos soignantes et nos soignants. Sur la vingtaine d'infirmières et d'infirmiers intéressés, il y en a 14 qui ont finalement testé le dispositif. Et parmi ces 14 infirmières, 86% étaient des femmes. Donc le chiffre des 90% se confirme aussi dans l'expérimentation. Et c'est donc 12 des 14 participants à l'expérimentation étaient des femmes qui avaient entre 23 et 58 ans, avec un IMC qui allait de 18 à 25, donc assez panaché sur l'ensemble de l'indice de masse corporelle qui finalement pouvait aussi être un impact ou un facteur d'utilisation d'adoption de la technologie. Les 3 points que je vais relever, mais qui ne représentent pas l'ensemble des 20 items de l'étude, sont les suivants. Le premier, c'est que 100% des infirmières ont constaté que cet exosquelette leur permettait de maintenir la posture. 92% ont constaté que ça leur permettait, pour elles, en tout cas, en ressenti, de réduire la prise de posture à risque. Et enfin, 85% ont dit que, selon elles, ça leur permettait également de réduire la fatigue et les douleurs lombaires. Donc par rapport à ça, nous avons essayé de réaliser quelques analyses statistiques pour voir s'il y avait une significativité des résultats. Donc en d'autres termes, une corrélation entre le niveau de satisfaction de l'utilisation de ces exosquelettes par les infirmières et les infirmiers et des facteurs qui pouvaient induire finalement l'adoption ou non de l'exosquelette. Il y en a 4 qu'on a répertoriés. Le premier, c'est qu'il faut que l'exosquelette soit adapté à cet environnement de travail hospitalier un peu spécifique. Le second, c'est que tous les mouvements doivent être maintenus. Les soignantes ne doivent pas finalement être entravées pendant la pratique des soins, notamment parce qu'elles ont beaucoup de charge mentale déjà intégrée lorsqu'elles s'occupent d'un patient. Le troisième, c'est que l'infirmière ne doit pas ressentir de gêne vis-à-vis et face au regard des autres. Il a été question justement de pouvoir cacher l'exosquelette. Et c'est vrai que ça, c'est un point qui a été remonté, que ce soit le regard de leurs collègues ou des patients qui sont parfois pas habitués à l'utilisation de ce dispositif. Et le quatrième point, donc le dernier point qui pouvait influencer la satisfaction finalement à l'utilisation de l'exosquelette, c'était la fiabilité, en fait la facilité de transport, et son ergonomie pour pouvoir le ranger une fois qu'il est utilisé dans un local adapté. Ce qui nous a amené finalement à proposer 3 recommandations pour l'utilisation et l'adoption de ces exosquelettes dans le milieu des soins. Sur ces 3 recommandations, la première concernait finalement de pouvoir cibler la bonne population de professionnels et d'infirmières qui
allaient être finalement les plus à même d'utiliser cet exosquelette et qui allaient en trouver des bénéfices pour prévenir ces douleurs lombaires. La deuxième recommandation correspondait plutôt à repenser la conception du dispositif ou peut-être définir des spécifications en collaboration, comme il était dit précédemment, avec nos utilisatrices, puisqu'elles sont les principales concernées par l'utilisation du dispositif. Et la question notamment d'utiliser d'un matériau qui est en capacité de permettre finalement une diminution de la chaleur, notamment parce qu'on a utilisé le dispositif pendant des périodes de forte chaleur que nous avons eues, et donc ça aussi c'était un point qui a été remonté. Et le troisième point, la troisième recommandation, et je terminerai avec celle-ci, c'est pour aussi prévenir le développement d'autres problèmes, en tout cas sur la localisation d'autres problèmes sur les membres inférieurs, tels que l'arthrodèse de la cheville ou les problèmes de genoux. Donc c'est un point aussi à prendre en compte pour ne pas déplacer un problème qui était celui du bas du dos vers un autre point. Donc en conclusion, finalement, là, en ce qui concerne la stratégie de prévention des troubles musculo-squelettiques au sein de l'hôpital Foch, l'exosquelette est maintenant considéré comme un outil supplémentaire. Il ne remplace pas, il apporte une addition pour compléter ce qu'on fait déjà, par exemple, avec la formation en interne institutionnelle sur la prévention des risques liés à la manutention manuelle de nos soignantes. Merci, un grand merci à Lynn de cette approche qui est, je dirais, très scientifique, très structurée et bien précise, avec lequel et qui positionne bien effectivement les enjeux des besoins féminins et féminins spécifiques là-dessus. C'est fou, si je peux me permettre, si je regarde encore une fois 5 ans en arrière, l'évolution qui a pu être faite aussi dans les démarches d'analyse de ce côté-là, donc à la fois dans la conception des choses et autres, et c'est vraiment bien intéressant. Merci et merci à tous les deux. On va y revenir tout à l'heure dans le débat. Ça, je vous redonne, et vous l'aurez sur le site. On vous le mettra. Donc, vous avez laissé vos coordonnées, on vous les enverra. L'article avec notamment les exemples là qui sont présentés de ce côté-là.